Stand-up Story, une émission présentée par Flora Gaxer. Bonjour, vous écoutez Stand-up Story, l'émission qui vous plonge dans l'univers du stand-up. Aujourd'hui, je suis avec l'humoriste et le vidéaste Sinae, qui traverse la France entière pour faire des scènes de stand-up. Merci beaucoup d'être là, Sinae. Ah, ça va ou quoi? Merci beaucoup pour l'invitation, ça fait grave plaisir. Merci à toi. Et d'ailleurs, là, tu reviens d'où aujourd'hui? De quelle scène de stand-up? De quel endroit? Là, j'étais à Lille, j'étais chez mes parents, je vais pas rester longtemps, mais je suis resté une semaine. Ils sont partis en vacances parce qu'il y a le Maroc, la Cannes et tout en ce moment. Et du coup, je dois garder la maison et le chat. Donc, je reviens de Lille, là, de la maison, Roubaix précisément. Et j'ai l'impression que chaque semaine, même chaque soir, tu fais plusieurs villes. Comment tu fais? Ouais, c'est vrai. Comme beaucoup d'humoristes, j'étais GV Max. Du coup, ça va, je bouge beaucoup, on rentabilise. Je suis jeune, 23 ans, donc je comptabilise. Je joue sur ça. Donc, ouais, je bouge beaucoup dans plein de villes et ça tue. Et en général, tu joues plutôt dans quelle ville? En vrai, les villes. Montpellier. Hein. Ah, Montpellier, c'est la famille. J'ai de la famille qui habite à Montpellier. Et j'ai des bonnes connexions là-bas. Du coup, je vais souvent. Là, d'ailleurs, là, j'y vais là, mercredi 7. Du mercredi 7 au samedi 9, 10, à peu près. Je suis à Montpellier. C'est la ville où je vais le plus souvent. Et je kiffe le plus. Tu joues au Redline, je suppose? Redline, ouais, le Fridge beaucoup. Généralement, c'est le Fridge qui me fait le plus jouer. Mais Redline aussi, c'est la famille. Le French Kiss aussi avec le Joe. Voilà. Et quand t'es plutôt dans le nord de la France, il y a des scènes aussi où tu préfères aller? Bah ouais, le nord c'est le loco avec Habib, l'espace comédie, le bazar, le spotlight. En vrai, bizarrement l'île c'est pas la ville où je joue le plus, où je prends le plus d'argent. Je sais pas pourquoi, c'est un peu communautaire peut-être, mais non j'aime bien jouer à Lille, mais plus Montpellier en vrai je pense. Bizarrement, ouais. Est-ce que tu constates des différences en fonction des villes où tu joues? Dans le public genre? En vrai, je pense pas. Je suis pas assez expérimenté pour te dire. Mais je pense que. Je sais pas. Hein. Après, moi, je suis un peu. Je suis un peu partisan de si t'es bon, les gens vont rigoler. Tu vois. Et quand tu bites, c'est de la faute de l'humoriste, c'est pas la faute du public. Mais je pense que mes meilleures scènes, moi, je les ai faites à Montpellier, hein, dans le sud. Hein. Je sais pas, le sud, c'est chaleureux. Je sais pas, ils ont la joie de vivre un peu, même Marseille, tout ça, tu vois. Mais même Lille aussi. Donc, ouais. Paris, c'est un peu plus dur. Paris, c'est un peu plus dur. Parce qu'ils ont l'habitude du stand-up, ils sont éduqués à ça, tu vois. Mais ouais, les villes, les provinces, ou les villes du sud et tout. On va dire que dans certains endroits, ils vont plus avoir tendance à se lâcher parce que c'est un peu une activité, quelque chose qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire. Mais j'ai l'impression que le stand-up, ça se développe un peu partout en France et ça, c'est chouette. Puisqu'avant, il fallait obligatoirement passer par Paris. Ouais, c'est vrai, maintenant, avant c'était beaucoup Paris. Moi, c'est récent que je fais de la scène, hein, ça fait 3 ans. Mais de ce que j'ai entendu, ouais, avant c'était Paris, la maison, l'endroit mère, la cible, le QG. Là maintenant Marseille ça s'est développé, il y a beaucoup de gens qui vont à Marseille, Nantes aussi, il y a beaucoup de gens qui vont à Nantes, mais ouais ça se développe de plus en plus donc ça tue. Hein. Et comment t'es arrivé dans le stand-up? Parce que toi de base t'es plutôt dans les réseaux sociaux pour faire des vidéos micro-trottoirs un peu à but humoristique. L'histoire elle est grave drôle, tu sais que moi à la base le stand-up, déjà comme beaucoup d'humoristes quand t'es petit, on te dit ouais fais du stand-up, t'es drôle et tout, mais moi pendant longtemps j'ai été ce mec drôle dans la vraie vie. Je suis drôle spontanément, tu vois, et je le suis encore beaucoup, bon j'y travaille, je suis drôle sur scène mais je sais que je suis encore beaucoup plus drôle dans la vraie vie que sur scène. Mais je bosse sur ce sujet-là, ça, j'y arrive. Mais j'ai commencé parce que j'écoutais de la K-pop. Là, tu vas dire rien à voir, j'arrive. En gros, j'écoutais de la K-pop j'ai commencé quand j'étais plus jeune. Et du coup, ça me, pas caractérisé, mais ça me démarquait un petit peu. Tu sais, dans le bon comme dans le mauvais, j'avais des embrouilles et tout, etc. Il y a beaucoup de stéréotypes sur les gens qui écoutaient de la K-pop et tout, tu vois. Et les gens ne comprenaient pas trop pourquoi j'écoutais de la K-pop. Donc c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Et quand j'ai commencé les vidéos, donc c'était il y a 4 ans, après le Covid. Moi là-bas j'étais dans le cinéma, tu vois, j'ai fait une école de cinéma, j'ai fait l'école de théâtre Les Cours Florent, j'ai fait 1 an là-bas. Après il y a le Covid et tout, et je me suis lancé dans les vidéos parce que là je vais vraiment au bout de l'histoire, mais vous allez comprendre. Donc j'ai fait le cinéma, école de cinéma, Covid, et j'avais pas beaucoup de rôles, et je me suis dit si je deviens un peu plus connu, peut-être ça va m'aider à avoir des meilleurs rôles, tu vois, avoir des monologues. Donc j'ai commencé à me lancer sur les réseaux, micro-trottoir, tout ça, et donc on me le dit encore plus. On me dit encore plus souvent, tu devrais faire de la scène, fais de la scène. Et donc je me suis posé, je me suis dit, quitte à faire de la scène, autant arriver avec un sketch original, avec un truc original qui se démarque. Et je me suis dit, la K-pop. Donc je me suis dit, bon vas-y, on essaie le stand-up avec la K-pop. Donc j'avais écrit un sketch sur la K-pop et tout, le fait que je suis un gars de quartier, hétéro, qui écoute de la K-pop, ça, la culture coréenne et tout. Et après, j'ai élargi ça en parlant de musique, tu vois. Et ça marchait bien.
Après, c'est un truc qui m'a saoulé parce que forcément, j'aime pas la monotonie. Donc, j'ai changé de sketch et depuis, je continue le stand-up. Tu vois, parce que forcément, quand tu commences une scène, bah, tu bides. Du coup, tu veux faire mieux, etc. Et après, c'est un cercle vicieux, tu t'arrêtes plus. Donc, l'histoire, c'est à peu près ça, quoi. Bah, elle est très bien ton histoire, en plus elle est marrante, ça reste une anecdote en soi. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'ai voulu commencer, j'ai envoyé un message à Ilyes Jadel. Il était à Roubaix. On s'est capté pendant 1 heure, on a discuté de plein de trucs et tout. Et il m'a dit t'inquiète, dans 1 mois, je te mets une date au locaux. Là, c'est un nouveau lieu, mais c'était l'ancien lieu du loco. Et c'était Habib qui le gérait, qui le gère encore maintenant. Gros big up. Du coup, ouais, c'est Ilyes qui m'a plus ou moins aidé à faire ma première scène. Donc la première scène, c'est quand même un humoriste assez connu qui fait le Palais des Glaces et qui remplit comme il veut, qui t'a pris sous son aile. Ouais, je te jure, je dirais pas pris sous son aile, mais il m'a aidé quand même, il m'a donné des petits chips. Mais ouais. Oh, bah, c'est chouette, en tout cas ça avait l'air d'être une belle rencontre comme ça pour qu'il t'aide, sachant qu'il doit être vraiment très sollicité. Et toi actuellement, t'as à peu près combien de minutes de sketch? Est-ce que t'as plutôt 30 minutes, 40 minutes? Bah là, j'ai pu tester mes capacités parce que j'ai fait, semaine dernière, j'ai fait 2 30-30 avec un pote à moi. Et le premier que j'ai fait 40 minutes en faisant de l'impro. Donc c'est pas vraiment 40 minutes, c'est plus 30 minutes, tu vois. Et le deuxième, j'ai vraiment fait 30 minutes que des blagues et c'était vraiment un sketch de 30 minutes. Donc je sais que je peux avoir 40 minutes de matière. Ouais. Et si je fais 10 minutes, 20 minutes d'impro, je peux faire mon 1 heure, tu vois. Mais après, encore une fois, tu sais mieux que moi, faire 1 heure, c'est facile, mais faire un bon 1 heure où il y a des rires tout le temps avec un thème, une ligne directrice, c'est tout, c'est un peu plus compliqué. Donc je pense que je peux te dire là, j'ai un bon 20 minutes qui va tout droit. Et le reste, c'est encore à consolider, tu vois. Ouais. Oui, ça c'est le travail de comédien, de toujours continuer, ne pas lâcher, roder de nouveaux sketchs. Et c'est vraiment le parcours un peu du combattant. Et c'est déjà bien d'avoir un 20 minutes solide, plus d'avoir cette capacité d'interagir avec les personnes. Ouais, je sais. Parce que là, tu dis que le temps d'interaction, il est quand même assez long. Ouais, franchement, c'est long. Après, c'est un peu, je pense, l'atout de beaucoup d'humoristes, tu vois, de l'impro. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire et je sais que je suis bon dedans parce que je suis drôle naturellement, donc c'est un truc qui ressort facilement. Et je le garde souvent pour la fin. J'essaie d'en faire le moins possible. C'est vraiment un truc de si ça marche pas trop, soit je récupère le public. Si j'ai la flemme des fois de jouer mon sketch, je fais que de l'impro. Mais c'est un truc que j'aime bien faire. Ouais, Ouais, t'as cette bonne capacité-là qui doit t'aider. Et dans tes sketchs, tu parles ouvertement du trouble de l'attention. Est-ce que tu penses que c'est grâce à ça que ton cerveau te permet de réaliser autant de tâches? Tu sais qu'en vrai, j'ai réalisé récemment un truc trop marrant qui est assez triste, hein, mais en fait, je sais pas si je suis hyperactif. Ok, je sais que je suis énergique et tout. Et je sais faire en fait, moi, je suis bon partout, mais je suis fort nulle part. Genre, je sais faire plein de trucs, mais moyens. Je suis pas bon spécialement dans un domaine, tu vois. Genre, je sais résoudre des Rubik's Cube, je sais faire du piano, de la guitare, mais c'est genre n'importe quelle personne qui apprend à en faire, en vrai, elle va me dépasser en 2-2, tu vois. Et en fait, j'ai réalisé que quand j'étais petit, j'aimais toucher à beaucoup de choses. Genre, je me prenais pas la tête. Par exemple, j'ai fait du skate quand j'étais plus jeune, et c'était au lycée. Donc, t'es quand même assez grand. Et je me rappelle que à chaque fois que je faisais un truc, ça se foutait de ma gueule. Et seulement quand je réussissais à faire des trucs stylés avec ce truc-là, cette activité-là, bah, ça me venait en mode me parler, ça s'intéressait à moi, tu vois. Et du coup, naturellement, j'apprenais à faire plein de trucs. Et chaque fois, il y avait ce truc de, ok, on se fout de sa gueule au début. Et dès que je savais le faire, genre le Rubik's Cube, au début, on se foutait de ma gueule parce que je savais pas le résoudre. Et le jour où j'ai réussi à le résoudre en genre moins d'une minute, bah, je le montrais à mes potes, je dis, oh dingue, comment tu fais, nanana, tu vois. Donc, T'as du Rubik's Cube en moins d'une minute? ouais, Rubik's Cube, ouais, je te jure. Bah, j'avais un pote en fait, je me suis ouvert la main. Et je me suis fait de la rééducation. Et du coup, j'avais une balle en mousse. Et à ce moment-là, je faisais du Rubik's Cube. Et j'ai appris, là, je peux le faire en vrai, ouais. Moins de 55 secondes, je pense, 1 minute après. Le record, il est de combien? Le record mondial, je crois qu'il est de 30 secondes. 20... Non, même pas, il est de moins. Non, le record. Sur un 3-3, après ça dépend. Un 3-3, le record mondial, je crois qu'il est de. Il est de vrai 7 secondes. Hein. 10, moins de 10 secondes, je crois. Ouais. Ouais. T'as même pas le temps de réfléchir en fait, c'est les mains qui vont toutes seules. En fait, c'est des algorithmes, mais des fois, t'as tellement l'habitude de le faire que, en fait, les concours, comment ça se passe, c'est un mélange automatique. Donc il fait le mélange il est le même pour tout le monde, c'est un algorithme de mélange. Il est posé devant toi, tu as un genre de chrono avec 2 mains posées. Tu peux regarder le Rubik's Cube pendant le temps que tu veux. Tu poses le Rubik's Cube et tu as tes mains posées. Et dès que tu appuies, le chrono se lance, tu dois le faire et tu rappuies pour dire que tu as fini. Et quand tu as le Rubik's Cube, bah, ils sont tellement forts, ils arrivent à directement savoir ce qu'ils vont faire. Genre, ils disent, ok, là je tourne là, je tourne là, je tourne là, ensuite je vais faire ça. Ils vous ont les étapes directement. Et c'est ça qui fait que les gens sont graves. Ce qui démarque des débutants. Moi je le fais et en fonction de ce que je vois, je m'adapte en fonction. C'est un peu compliqué à expliquer, mais si ça va trop loin. Mais bref, mais ouais. C'est marrant en tout cas de parler de Rubik's Cube et de concours. Ouais, c'est une partie de ma life. Mais en fait, ouais, du coup, c'est que j'ai constaté que je savais faire plein de choses. J'avais appris à faire plein de choses pour, entre guillemets, que les gens s'intéressent à moi. Mais j'ai constaté ça que maintenant. Je me suis jamais dit, je vais apprendre à faire de la boxe, je vais boxer comme ça, moi, les gens vont dire putain, il sait se battre. Genre, je l'ai fait intuitivement
Et après, ils m'ont dit c'est stylé, mais j'ai constaté ça que maintenant. Tu boxes aussi. Je boxe aussi, ouais. En vrai, je fais plein de trucs, mais. Mais ouais, je sais pas, je sais pas, j'ai constaté ce truc un peu triste, mais ouais, je fais plein de trucs. Bah, c'est pas triste, t'as de l'énergie, t'as envie de faire plein de choses, t'es un touche-à-tout, t'es un créatif. Et c'est comme ça que je pense que t'es tombé dans les réseaux sociaux aussi. Ouais, en vrai, les réseaux, tu sais que moi, je suis depuis. J'ai 14 ans. J'ai une vidéo, je te jure, je te la montre là après. J'ai une vidéo, ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Parce que j'aimais beaucoup les mangas, les animés, tout ça. Et du coup, j'avais ouvert une chaîne YouTube quand j'avais 14 ans. J'avais été à la Japan Expo. Et j'ai fait un vlog et tout. Et j'étais avec un pote à moi, qui est toujours mon pote d'ailleurs. Et non, YouTube, ça date depuis longtemps. Hein. Ouais. Mais ouais. Ok. Et par rapport au stand-up, le fait de faire plein de choses, est-ce que tu te mets un nombre limite de scènes à faire par semaine, par mois, pour pas t'épuiser? En vrai, le plus possible, mais c'est vrai que j'en parlais avec un pote, Lenny, là récemment. En fait, moi, comme je fais du contenu et la scène, moi je comprends pourquoi les humoristes ils font que de la scène et le contenu qu'ils font, c'est du contenu face caméra. Parce que le contenu que moi je fais, ça demande beaucoup de travail. Tu vois, c'est vraiment, je prends les micro-trottoirs, il faut que j'aille sur l'endroit, je tourne le micro-trottoir. Après, je rentre chez moi, j'exporte, je commence à monter la vidéo, etc., les interactions. Donc, et c'est que 1/10 de ce que je fais. Je fais des POV, des micro-trottoirs, j'ai un format dans une usine abandonnée. J'ai pendant le ramadan un concept que j'appelle on fait un tour. C'est genre on fait un tour, mais avec un F, du coup on fait un tour. J'ai plein de concepts comme ça. Et du coup, c'est vraiment de la création de contenu. Donc, c'est un peu dur de faire les deux. Mais heureusement que j'ai l'énergie, je gère les deux. Mais j'ai pas vraiment de. Non, je mets pas de limite. Alors, si je peux jouer beaucoup, je jouerai beaucoup. Et je m'adapterai en fonction d'eux. Mais c'est aussi que comme je fais beaucoup de vidéos, bah, du coup, les programmateurs ils me voient moins souvent dans les comedy clubs. Pas autant que les humoristes, ils vont être. Tu vois, il y a plein d'humoristes qui font que de la scène, ils vont squatter les comedy clubs. Du coup, on va les voir souvent et ils vont réussir à jouer plus souvent. Moi, je suis pas souvent là, donc quand je suis là, je dois marquer. Donc, c'est un peu plus dur pour moi de jouer beaucoup. Si j'avais le choix, je jouerais beaucoup. Mais ouais, je suis pas le limitant. Bon, en tout cas, tu joues déjà quand même plusieurs fois par semaine et t'enchaînes. Donc ça, c'est déjà bien. Je veux dire, t'attends pas un mois pour remonter sur scène et en attendant de faire d'autres projets. Est-ce que le fait d'être actif sur les réseaux sociaux, ça te permet de remplir un peu ta salle, notamment pour le 30-30 que tu as fait récemment avec ton pote? Bah, en vrai, on n'a pas fait de promo pour les 30-30. C'est vraiment les restaurants. C'était 2 restaurants. Et pour le coup, on n'a pas vraiment fait de promo. On a juste, ils ont partagé sur leurs réseaux sociaux. Moi, j'avais pas repartagé. Mais j'ai une communauté, elle est très jeune hein, pour le moment. C'est beaucoup de petits qui me suivent et tout. Donc, je pense pas pouvoir remplir maintenant. Mais peut-être dans 3-4 ans, ils seront majeurs. Ils viendront me voir et tout, on rigolera. Mais ouais. Et sinon, ça t'est déjà arrivé de jouer sur scène, enfin déjà de relayer en amont comme quoi tu vas faire une scène et que des gens à la sortie te disent « Ah mais c'est toi Sinae » ou d'autres qui te répondent « Ah au fait je suis venu parce que t'étais là ». Bah récemment, je partage rarement quand je joue. Enfin, je le dis comme ça à voix haute dans une story, mais j'y prête jamais attention. Mais quand je le dis vraiment, ça vient surtout sur l'île. L'île et Montpellier. Par exemple, là, Montpellier, j'ai fait une story tout à l'heure. Je sais qu'il y a des gens qui vont venir me voir. La famille ou bien des potes, même des gens qui me suivent. Mais ouais, l'île, quand je dis que j'ai une date vraiment, un endroit cool et tout, je le précise bien. Et les gens, ils viennent, font l'effort de venir et tout. Donc ouais, si, ça vient des fois. Ouais. Mais des fois, ça me reconnaît même. On s'attendait pas à me voir. Et quand j'avais 60, je me dis, ah, c'est le mec de TikTok et tout. Donc des fois, j'entends voix haute et tout. C'est un peu technique quand on me reconnaît de TikTok sans que c'est moi qui les ai ramenés. Parce que du coup, il y a un truc de, ah, c'est le mec de TikTok. Et il y a un décalage entre la scène, ce que je suis sur scène et ce que je suis sur les réseaux. Je suis pareil, mais comment ils me perçoivent les gens, c'est différent, j'ai remarqué. Donc ouais, mais ouais. Ça doit être marrant de voir ce genre de réaction face à soi, de voir les vraies personnes qui te regardent derrière leur écran. Et où est-ce que tu trouves toutes ces inspirations pour les sketchs? Où trouve-t-il toute cette énergie T'as la ref ou pas ça? Bardella, il a dit où trouve-t-il Il a dit quoi? Où trouve-t-il toute cette énergie? T'as pas la ref? Alors, je suis désolée, j'ai pas la ref. Je suis désolée si c'est l'une de tes vidéos. En gros, il y a Bardella qui a fait un truc récemment. Et genre, bref, c'est une ref, mais bref. Où je trouve toute cette énergie, cette inspiration, t'as dit? Ouais. En vrai, je sais même pas, je te jure. C'est dans ma tête. Des fois, je marche. Regarde, tout à l'heure, on marchait avec ma collègue. On marchait avec Emeline, big up Emeline, ouais. Je rigole. Non, on marchait et il y avait de l'hypnose de rue. Et là, à Châtelet, il y avait de l'hypnose de rue. Et du coup, je commence à rigoler. Imagine, tu fais de l'hypnose de rue. Du coup, c'est genre, il te fait coller les doigts au début, il te fait des tests. Et du coup, je commence à dire, alors vous allez coller vos doigts, voilà, vous collez. Et là, maintenant, ça marche. Et dès qu'il voit que ça fonctionne, il fait, maintenant, vous êtes une pute. Voilà, vous êtes ma pute, maintenant. Et toi, tu fais quoi? On monte crescendo comme ça dans l'hypnose. Et j'imagine cette mise en scène là. Peut-être que là, c'est un peu bizarre, comme je l'expliquais, c'est peut-être pas drôle. Mais vous allez voir, la vidéo sera drôle. Du coup, l'inspiration de ma tête, j'ai pas vraiment d'inspiration sur internet ou
ou d'idole ou quoi que ce soit, mais je sais pas, ça, je te jure, je dors, je me réveille, des fois sur des trucs, j'écris. Voilà. Ouais, en fait, un peu du quotidien, des situations que tu perçois autour de toi. Et donc, tu vas faire une vidéo par rapport à l'hypnose de rue. Ouais, ça va être drôle ça. Je veux dire, bientôt. Je vais la tourner, tu sais quoi, on est 4 jours là. On est dimanche. Je vais la tourner à Montpellier mercredi. Mercredi, c'est ton Ah ouais, et tu vas trouver un hypnotiseur pour faire une vidéo. Je fais les personnages. Souvent, quand je fais des POV, je fais tous les personnages. Là, récemment, j'ai fait une vidéo dans le métro, dans le train. Et en gros, c'était ce mec qui, genre, il fraude le mauvais train. Et en gros, les contrôleurs, c'est que des tueurs, genre Baïsango Shamsudinov, des tueurs en série, des mecs qui font des sports de combat de ouf et tout. Et du coup, j'ai fait cette vidéo-là. Elle a bien marché, mais souvent, je fais tous les personnages. Et en général, t'écris tes sketchs et tes vidéos seul ou avec des potes à toi? Je suis solo. Et souvent, Plusieurs dans la tête déjà. Ouais, on est plusieurs dans la tête. En vrai, on est plusieurs dans la tête. Mais les POV, j'écris le script. Ouais. C'est le seul format où j'écris les scripts. Parce que comme il y a plusieurs personnages, il faut que j'ai vraiment toutes les lignes de chaque personnage pour que je puisse bien tourner, avoir la ligne directrice et pas m'embrouiller, tu vois. Donc c'est le seul truc que j'écris. Le reste, j'écris pas, hein, les vidéos. J'écris pas souvent. Mais tes sketchs, tu les écris? Ouais, les sketchs, j'écris dans mes notes. Je te jure, j'ai vraiment un dossier black stand-up, j'écris. Et comment je sais qu'une blague elle est vraiment drôle, c'est si je la réécris 2 fois. Des fois, je vais écrire une blague. Je vais faire ma live et au bout de 2 mois, je vais dire c'est drôle ça, je vais réécrire et je vais voir que je l'ai déjà écrit. Et c'est là que je me dis là c'est très drôle. Donc là, je vais vraiment l'utiliser. Sinon, ouais, j'envoie plein de trucs dans les notes. Et dès que je vois que je peux lier des choses, je lis et j'étais sur scène. Et des fois, genre là récemment, je l'ai fait pour les 30-30. Sur le PC, j'ai vraiment réécrit tout le sketch. J'ai enlevé les mots parasites, j'ai retravaillé l'ordre des blagues et tout, tu vois. Je le fais pas souvent, mais quand c'est la guerre, j'écris. C'est rare. Mais tu vas pas dire, allez, je me pose tel jour de telle heure à telle heure pour écrire. C'est vraiment quand ça vient, paf, t'écris. Ouais, c'est vrai qu'au début, je faisais beaucoup. Hein. Au début, j'étais vraiment assidu dans le truc de vas-y, tous les matins, j'écris au moins 2 minutes de blague, 10 minutes de blague, X temps de blague. Mais je fais tellement de choses en vrai, les réseaux, ça prend tellement de temps et d'énergie que j'ai même plus le temps de le faire. Et en fait, du coup, j'ai développé un mécanisme de dans ma tête, ça se fait tout seul. Des fois, j'écris même pas et j'ai déjà mon sketch dans ma tête écrit avec toutes les blagues et je vais le tester le soir même. Ouais, je te jure, j'utilise les temps que j'ai dans le train, bah, tu vois, comme je prends souvent le train, je révise, je parle à voix haute, je fais tout de manière de la mémoire, tu vois. Mais ouais. Oh, bah, au moins, ton cerveau, comme ça, il t'aide à te réorganiser. Ouais. Et quand tu disais parler seul, genre tu parles seul dans le train prévisé. Ah, mais normal, je parle dans le train. Mais, des fois, je chantonne, je me rends pas compte. En marché aussi, j'ai chantonné des trucs, je me rends pas compte. Des fois, je fais des choses, pas c'est chanter, mais des fois, je parle tout seul, je fais des blagues tout seul, des trucs tout seul. Ouais, je te jure. Tu t'entraînes comme ça, même limite jour et nuit. Et la nuit, tu fais pas de blagues. La nuit, je parle aussi. Hein. Je te jure, la nuit, je parle. Des fois, mais regarde, la vie que c'est vrai. Hier, je dormais et je rêvais que j'étais sur scène. Ouais. Donc je rêvais que j'étais sur scène et je te jure, hein, je commence à faire mon sketch dans mon rêve et je me suis réveillé en faisant mon sketch. Genre, je sais plus, j'étais à combien de minutes, à 3 minutes de mon sketch. Et vraiment, j'étais dans mon rêve, je faisais mon sketch et je me suis réveillé parce que j'étais en train de faire mes blagues. Et je me dis, ça m'a fait bizarre. Tout à l'heure, là, cette nuit-là, je te jure. Et tu te souviens des vannes et tu penses que tu peux les refaire sur scène et qu'elles sont bien? C'est un sketch que je fais vraiment sur scène actuellement. C'est un sketch que je fais et tout, que je fais souvent. Et je sais pas pourquoi, je crois que comme c'est récent que je le fais comme ça, j'ai retravaillé l'ordre et tout. Et j'y pense beaucoup et je pense que c'est à cause de ça que j'ai rêvé. Mais ouais, j'étais sur scène, je sais plus j'étais où d'ailleurs. J'étais où Je crois que j'étais au Loco à Lille, un truc comme ça. Ouais, si tu récites souvent déjà en journée ton sketch, la nuit ça sort aussi. Ouais, elle fait chihat, ça, je rigole. Ouais, en vrai, ouais. Tu te reposes vraiment jamais. Je sais pas, j'ai des micro-siestes. En vrai, je me repose. Non, la nuit, ça va. Tu sais que souvent on me dit tu dors pas, mais je dors beaucoup. Hein. La nuit, je dors des heures, genre. Non, en vrai, je dors la nuit, mais ça va, je m'économise. Je sais pas comment je fais, je m'économise. Et tu révises en même temps. Je fais tout en même temps, tout. Sous la douche. Et est-ce que tu as déjà pu faire des premières parties en festival ou des premières parties tout court dans un théâtre quelque part en France? Ouais, j'ai fait ma première partie, c'était Nash, je crois. Ouais, Nash. Ouais, j'ai eu la chance de rencontrer Nash à Lille et je savais même. Tu connais Nash? C'est une humoriste du Jamel et tout, trop marrant, toi. Nash, je l'ai rencontrée à Lille, elle était venue jouer au spectacle. Je la connaissais même pas du tout. Genre, j'étais au Spotlight et elle sort. Moi, je sors au même moment. Et du coup, on commence à parler et tout. Elle me dit qu'elle a fait son spectacle. Et de là, on commence à parler, on se balade, on est parti manger. Et on a rigolé de ouf. Et on a tellement rigolé. Elle m'a dit, tu sais quoi, fais ma première partie là, dans 1 mois à Lille. Et du coup, 1 mois plus tard, j'ai fait sa première partie. Et depuis, on est devenus grave proches. Genre, on se parle souvent et tout. Des fois, on fait des lives ensemble et tout. Non, je suis à la famille de ouf. Et c'est elle qui m'a aidé pour le Jamel aussi, pour jouer au Jamel. T'as déjà fait des scènes au Jamel le mardi soir lors de la Deb Jam? Ouais, je l'ai fait plusieurs fois. Et c'est grâce à elle. Hein. Je te jure, les 2 premières scènes que j'ai faites, c'est grâce à elle. Elle a parlé à Christophe.
Elle a dit il est bon et tout, ciné, franchement. Christophe, je suis le programmateur pour ceux qui écoutent. Enfin, Ouais, Christophe, c'est le programmateur du Jamel. Donc, ouais, Nash, elle m'a aidé de ouf. Donc, c'est ma première partie. Après, j'ai fait Amin Radi aussi. Je sais pas si tu connais Amin Radi. Et je l'ai fait, dis-toi, ça c'est drôle parce que je l'ai DM, il venait à Roubaix, au Colisée de Roubaix, donc dans ma ville. Et j'ai vu qu'il venait genre 2 mois plus tard. Je lui ai envoyé un message en mode ouais, je suis de Roubaix, fais-moi jouer. Il m'a dit vas-y. Entre deux, il m'a pas répondu. Et même le jour même, il était pas dispo. Je me suis dit, ah, peut-être il a oublié et tout. Parce que moi, c'était il y a 2 mois qu'il m'a envoyé un message, tu vois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu en costard. Costard caméra, gros bluff, hein. Costard caméra, trépied, micro trottoir. Je suis arrivé par l'entrée des artistes, genre vers 14h, tu vois. Je suis arrivé, il y avait la sécurité, ils m'ont dit vous êtes qui? J'ai dit bah je suis la première partie d'Amin Radi. Mais comme je suis venu bien habillé, micro, caméra et tout, il s'est passé, ils m'ont dit bah vas-y rentrez. Et ils m'ont tous dit il n'y a pas de première partie. J'ai dit si, il y en a une. Je suis monté en loge, etc. Il y a une dame qui est venue voir, elle m'a dit t'es la première partie. Elle m'a regardé en mode t'es sûr? J'ai fait ouais, je suis la première partie. Elle est partie et moi j'ai mis ma caméra dans le fond de la salle, de la pièce pour filmer Amine quand j'allais venir. Et je suis sûr qu'il est arrivé vers 18h. Il m'a dit ça va frérot, tu vas bien? Je vais ça va et toi? Il m'a dit t'es prêt pour la première partie? Genre il s'était souvenu que je lui avais envoyé un message, ça a dû le prévenir, tu vois. À mon avis, ça a dû le prévenir et du coup, il a checké ses messages, il s'est souvenu que c'était moi. Et non, il est venu, il m'a dit vas-y, carré, tu fais la première partie. En vrai, pire expérience. Parce que Roubaix, tout le monde arrive en retard. Du coup, j'ai dû jouer pendant que les gens continuaient à rentrer dans la salle. Lumière allumée et tout, pas les bonnes conditions. Donc j'étais vraiment un bruit de couloir pendant 5 minutes. Mais Amine, force, très bonne personne. je peux pas lui demander de refaire une première partie à Paris quand tout sera mieux en termes de. Je veux dire, si les Parisiens arrivent avec moins de retard, on va dire. Ah, pourquoi pas, c'est vrai. Hein. Je te jure, bah, Nash, je dois refaire sa première partie. Amin Radi aussi. J'ai fait aussi la première partie de Ray Mendes à Lille. On est devenus grave potes aussi. Ray Mendes, c'est la famille de ouf. T'as fait de belles premières parties déjà en 3 ans. Franchement, ouais, ça tue de fou. En vrai, j'ai eu de la chance. Hein. À chaque fois, c'était un peu du bluff et de la chance c'est naturel en fait. Il y a beaucoup d'humoristes, des potes à moi, tu sais, on essaie de gratter. Et en vrai, moi, je trouve ça un peu. Pas un peu chiant, mais un peu technique comme tout le monde le fait. Je trouve ça pas trop original et je suis plutôt naturel. Je vais jamais parler à un humoriste connu par intérêt. Et bizarrement, à la fin, tout le temps, ils me proposent des choses où on arrive à. Parce qu'ils ressentent que c'est pas par intérêt, ils ont envie de te donner ta chance. Parce qu'ils se disent, tiens, déjà, au départ, quand on te voit, on se dit, tiens, il a de l'énergie, il est marrant. En plus, c'est un humoriste, bon, bah autant voir ce que ça donne sur 5 minutes. Ouais, c'est vrai, franchement, je pense que c'est ça hein, après, mais si ça continue, c'est cool. Moi, je peux faire de première partie. Mais ouais. Ça permet de rôder comme ça devant un plus grand nombre. Et puis même sur une première partie, c'est pas un comedy club, du coup c'est un peu différent de jouer, tu vois. Mais c'est toujours un plaisir, hein, j'aime bien, c'est cool. Oh, c'était génial, mais franchement, par rapport à la scène pour la première partie d'Amin Radi, c'est fou. Ah, je te jure, c'était trop bien en vrai. Parce que j'étais hyper stressé, tu connais, ça a Roubaix en plus. Et il y a plein de gens qui m'ont reconnu des réseaux ce jour-là en plus. Comme déjà, c'est toi qui étais avec. C'était tellement grand le Colisée qu'il y a des gens dans le fond de la salle qui m'ont reconnu, mais genre, ils m'ont dit c'était toi le mec en fer qui était dans le spectacle et tout. Donc c'était une grande salle, un peu de stress. Je crois que c'était ma première fois que je faisais une grande salle comme ça, il y a beaucoup de monde. Mais très bon souvenir. Et à la fin, il y avait plutôt le public qui revenait vers toi plutôt que vers Amin Radi. T'imagines si c'est toi qui dois faire le plus de photos? Ah, mais j'ai eu des photos à la sortie. J'ai eu des photos, je te jure. Je m'attendais pas, j'ai eu des photos. Tu lui voles son public. Je te jure, non, jamais. Non, c'était drôle, je te jure. Non, mais Amin Radi, on s'est revu en plus à Lyon et tout. Non, je suis content, j'ai rencontré que des bons humoristes, des gens cool dans la vraie vie, tu vois. Donc c'est cool. Ouais, mais génial. Et ce serait quoi un peu ta plus grande fierté dans le monde du stand-up aujourd'hui? Ma plus grande fierté? Waouh, je sais même pas, je te jure. Hein. Peut-être. C'est-à-dire ma plus grande fierté, genre de. Je vais te dire. Écrire son spectacle, genre faire tourner son spectacle, non? Ça peut être une fierté? Moi je pensais ça, hein, d'écrire un spectacle bien drôle, 1 heure qui me corresponde. Alors, ta plus grande fierté, c'est quelque chose que tu as déjà fait, dont tu es vraiment fier. D'accord. Les objectifs sur le court, moyen et long terme, ce sera la question un peu plus tard. Ma plus grande fierté à l'heure actuelle. Dans le stand-up. Sans dire ce que tu as dit, le fait d'avoir fait une grande première partie. Franchement. Même si ça doit être une belle fierté. En vrai, je pense que ma plus grande fierté, c'est de faire de l'argent grâce à la scène. Genre gagner de l'argent en faisant rire des gens, c'est une dinguerie. Je pense que ce truc-là, ouais, j'ai même pas pensé tellement c'est devenu une normalité. Mais ouais, gagner de l'argent en faisant des blagues, ça reste une dinguerie. Je pense que c'est ma plus grande fierté. Des fois, tu es invité. Déjà, je suis allé jouer à Montpellier pour des comités d'entreprise. Tu prends des 500 balles, tu bides, hein, parce que c'est des entreprises, ils s'en battent les steaks, tu vois, c'est des collègues de travail. Mais ouais, tu prends 500 balles, tu dis ouais, j'ai fait 500 balles là en 20 minutes comme ça. Non, je pense que c'est gagner de l'argent. Simple ça, c'est une fierté, je te jure. Et maintenant, t'as intermittent de spectacle, t'as un métier à côté? L'intermittent, je le fais pas encore. Ok.
Parce que je sais que pour le faire, il faut jouer beaucoup plus. Je joue pas assez pour le faire. Et je sais que si je voulais le faire, ben, je vais devoir faire des concessions au niveau du contenu, tu vois. Et j'ai pas envie de le faire. Donc j'ai pas encore l'intermittence, mais j'ai ma micro-entreprise. Donc quand je fais des factures, c'est via ça. Donc non, pas encore d'intermittence. Ouais. Déjà, tu gagnes de l'argent avec les scènes, c'est super. Surtout pour avoir accès au CE, même des fois ceux qui font de grands spectacles, ils n'ont pas cette occasion. Donc c'est chouette. Bah, encore une fois, tous ces plans-là, c'est des potes. Hein. Je fais des bonnes scènes, on me kiffe humainement, donc on me propose des plans. C'est juste. C'est le combo de ça. C'est Rio, des gens de Montpellier, tout qui m'appellent. Voiture, ouais. C'est le réseau qui travaille pour toi. Ah, je te jure, pour le coup, là, ouais. Des fois, il faut démarcher, mais des fois, ça vient tout seul. Et c'est rare, hein. Parce que ce serait bien que c'était au moins une fois par semaine, tu vois. Mais non, j'aime bien. C'est naturel et ça vient. C'est Dieu qui donne, comme on dit. Ah, mais c'est super. Et d'ailleurs, tu es vraiment très jeune. Et ça serait quoi tes objectifs sur le court, moyen et long terme? Parce que t'as quel âge déjà? 23. T'as 23 ans et tu fais déjà tout ça. Bah, ça va, après, il y en a qui sont beaucoup plus loin. Hein. Mais en vrai, je me compare pas aux gens. Mais mes objectifs à court terme, hein, là, c'est de sortir la vidéo de l'hypnose. Sortir la vidéo mercredi. Ah, c'est vraiment très court terme. Parce qu'elle me fait vraiment rire. Non, je dirais à court terme, finir d'écrire le 30 minutes, remonter sur scène, refaire des 30 minutes, le consolider, voir le 1 heure, tu vois. Ça, c'est pour la scène. Et pour les vidéos, bah là, il y a le Ramadan qui arrive. Donc là, il y a préparation de la saison 2 du concept. On fait un retour. Peut-être refaire un nouveau générique et tout. Mais ce concept-là, il avait grave bien marché à son échelle, hein, tu vois. Donc je dirais ça. Donc ouais, sortir le concept là en février pour le Ramadan et reprendre les micro-trottoirs parce que là comme c'était l'hiver, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont la flemme de sortir, donc je me retrouve tout seul. Donc là j'ai beaucoup fait de POV, ça marchait bien, mais j'aime trop parler avec les gens. Donc là reprendre les micro-trottoirs, faire le concept, continuer le 30 minutes et à long terme écrire le 1 heure. Et pour les vidéos, sur Paris aussi, parce que je suis encore beaucoup, comme je te disais, j'attends ma carte Navigo. Donc c'est la raison pour laquelle j'étais pas beaucoup sur Paris. Là d'ici début janvier, c'est vraiment être beaucoup sur Paris. Jouer beaucoup plus sur Paris, essayer de rester que sur Paris, faire du contenu que sur Paris et voir ce que ça peut donner, genre 2-3 mois que sur Paris, tu vois. C'est le but, après on va voir, mais c'est le but. Genre pour les vidéos, tu te mets à Châtelet, tu tournes à max. Ouais, Châtelet, la Défense, même découvrir de nouveaux endroits parce que souvent c'est ça, il y a beaucoup de gens, tu leur dis micro-trottoir, ils vont penser à Châtelet et tout. Moi j'aime pas. Là je suis allé à Cergy, Trois-Fontaines dans le 9-5, c'était énervé. J'ai vraiment envie de faire c'est ce que je faisais déjà beaucoup sur Roubaix, mais j'allais pas aux endroits où tout le monde va. Où tout le monde va, je vais vraiment dans des endroits rien à voir, devant des centres commerciaux, des trucs rien à voir, tu vois. Mais vraiment découvrir Paris, aller loin en banlieue et tout, faire des collections, m'amuser, faire kiffer les gens, tu vois. Ok, très intéressant. Et si jamais il y avait une salle, là aujourd'hui on te dit, enfin par exemple, n'importe quelle salle de théâtre où tu peux faire du stand-up, on te donne l'accès, toi ce serait quoi ta salle de rêve? Si tout était possible. Alors je vais te dire un truc, mais je pense, je suis l'un des humoristes qui s'en bat le plus les couilles, qui est le moins cultivé. Déjà en stand-up, je suis pas du tout cultivé. La vérité, hein, je me cultive seulement là maintenant, je découvre plein d'humoristes seulement maintenant. Moi, j'ai vraiment jamais été branché stand-up de base. Hein. C'est tout ce qui est JCC. Des fois, je suis avec des potes humoristes. Ils disent oh putain dinguerie, c'est le mec qui a fait ci dans le truc nanana. Ils sont grave cultivés. Moi, même en Algérie, on a des gros humoristes et tout. Je te jure, je suis pas très cultivé, donc je te dirais une salle. Je sais pas de nom, tu sais, souvent on dit l'Olympia, l'Olympia, le Zénith et tout. Il y en a beaucoup qui sortent, oui, l'Olympia. Ouais, moi j'ai pas d'objectif de nombre de. Je te jure, j'ai pas d'objectif à ce point-là. Si je remplis une salle, même 20 personnes, c'est déjà beaucoup. En fait, peu importe le nombre de personnes qu'il y a devant moi, si kiffent, c'est le plus important. J'ai pas d'objectif de ouais, je veux remplir 1300 personnes. Tout le monde a cet objectif-là, mais je sais pas. Faire kiffer les gens surtout. Déjà, tu es plus concentré, j'ai l'impression, sur la qualité de ton spectacle et la qualité de passer avec ton public. Et c'est bien d'avoir cette humilité-là aussi, de dire bon, bah moi je veux pas telle salle, je m'en fous. Bah ouais, parce qu'après, je sais pas, je trouve que c'est une logique. Enfin, en fait, c'est logique de dire je vais faire de l'Olympia, par exemple, si on prend l'exemple de l'Olympia. Mais pour moi, c'est une continuité de tout travail. Un humoriste maintenant, il va commencer la scène. Si vraiment il lâche pas la scène, il a du potentiel, même s'il a pas de potentiel, hein, il va travailler, il va faire 1 an, 2 ans, 3 ans, X années. C'est sûr, pour moi, hein, c'est sûr que s'il n'arrête pas et qu'il travaille vraiment, il va faire l'Olympia. Il n'y a pas de raison, sauf si lui il arrête. Ou si l'Olympia n'existe plus, ou si X raison. Mais tu vois, je suis vraiment très. Je sais pas si je peux dire optimiste, mais je me prends pas la tête à ce niveau-là. Tu vois, je sais que je vais faire l'Olympia, par exemple, mais je peux pas te dire quand. Peut-être ça prendre 20 ans, 30 ans, 40 ans. Peut-être ce sera une première partie, peut-être ce sera un truc, ouais, mais
Et si je le fais pas, c'est pas grave. Mais dans tous les cas, je vais faire un truc qui s'en rapproche de ouf. Et ça, c'est déjà très positif. Donc, c'est sûr que je te dis pas vraiment de grande salle, tu vois. Mais faire kiffer les gens, pour moi, c'est le plus important, t'as vu. D'accord. Et sinon, il y aurait des humoristes qui t'inspirent, même si c'est pas, on va dire, des anciens d'une autre génération, ou même actuellement, des potes à toi dans le milieu du stand-up? En vrai, Jim Carrey, j'aime bien hein, les grimaces et tout. J'aime bien les grimaces. J'aime bien faire des grimaces sur scène, des personnages. J'aime bien aussi. J'aime bien Ahmed Silla. Ahmed Silla, il est grave drôle. Bonne personne aussi. Je devais faire sa première partie, j'ai pas pu la faire d'ailleurs. Ahmed Silla, j'aime bien aussi pour les personnages. Et le dernier, je dirais Malik Bentala. J'aime beaucoup. En fait, j'aime bien les personnages, les imitations. J'aime bien la narration avec. Tu vois, par exemple, un Fari ou un Roman Fressinet. Eh ben, ils sont très techniques, c'est très logique ce qu'ils disent, mais c'est pas un stand-up que je pourrais faire. Je trouve ça trop stylé, tu vois. C'est vraiment, ils sont beaux gosses, bien habillés, stylés. Farid, il est là, bam, petite veste en cuir et tout, tac tac, c'est drôle et tout. Je trouve ça grave stylé, c'est pas un truc qui me correspond. J'ai vraiment envie d'être un bouffon, moi. C'est con, mais genre Ahmed Silla, c'est de la bouffonnerie, c'est de la logique, c'est de l'histoire, mais ça reste de la bouffonnerie. Et si je devais choisir une inspiration, un type de carrière, ce serait Malik Bentala, Ahmed Silla, tu vois. Même Jim Carrey aussi, c'est Jim Carrey incroyable. Faire du cinéma, des trucs de fou, le Grinch, dinguerie le Grinch. Voilà. Tu pourrais nous faire une imitation du Grinch, c'est ça? Alors que ça t'était très drôle quand il le fait, c'est dommage. Il n'y a pas de vidéo. Tant pis, il faut venir sur scène pour voir la tête du Grinch. J'allais dire, il est habillé tout en vert, mais ouais, c'est ça, c'est du vert foncé. Le Grinch en personne, écoutez, c'est génial. Et c'était l'homme aussi, le bonhomme vert qui pour la circulation des piétons. Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui débute dans le stand-up, ce serait lequel? Le conseil. En vrai, c'est. Ah, frère. En vrai, basique, hein, juste monter. Franchement, en fait, ça dépend, je te jure. Parce qu'en fait, j'ai découvert que le stand-up, il y a plein de gens qui font du stand-up. Enfin, il y a plein de gens qui font du stand-up pour des raisons différentes. Il y en a qui font de la scène pour gérer des meufs. Mais non. Je te jure, il y en a qui font, ou même des meufs qui font ça pour gérer des mecs. Hein. Enfin, il y en a qui font ça par relation, parce qu'en vrai, c'est stylé quand tu montes sur scène. Tu sais que moi, on me donne plus que mon âge, parce que je fais de la scène. Genre, on estime que c'est un truc stylé, et du coup, on me dit, je t'aurais donné plus 25, 26. Et ça m'arrive plein de fois, tu vois. Donc, il y a ce truc de, voilà, bon, après, ça dépend. Mais il y en a qui font ça pour l'argent, pour gérer des meufs, pour la fame, tu vois, pour le truc de, je fais de la scène, tu vois. Donc, en fonction du profil de la personne, je pourrais donner des conseils différents. Mais parce que en fait au début j'allais te dire être soi-même. En fait c'est con aussi de dire ça parce qu'il y a des humoristes comme Julien Santini par exemple qui sur scène n'est pas lui-même. Tu vois, c'est un personnage. Donc je peux pas te donner de conseils. Je serais pas te dire de conseils. Franchement de conseils général, juste amuse-toi. En vrai amuse-toi, c'est tout. Amuse-toi et suis ce que ton cœur te dit de faire. Si maintenant tu fais de la scène pour faire de l'argent, et ben fais en sorte de faire de l'argent. Donc trouve des moyens d'en faire. Si tu veux gérer des meufs, je sais pas moi, gérer des meufs. Si tu veux juste être drôle et faire kiffer les gens, et ben fais ce que tu as envie de faire, fais kiffer les gens. Peu importe ce que tu as envie de faire, écoute ton cœur et fais frère, c'est tout. Et n'aie pas peur de bider, parce que c'est la base. On apprend tous par là. Bête de conseil ou pas bête de conseil? Mets-moi un café. Et d'ailleurs, tu penses qu'une école de stand-up, ça peut aider ou toi, t'es pas trop dans cette mentalité-là? En vrai, ça peut être cool. Hein. Non, moi j'aime bien tout apprentissage et bon, toute corde à son arc doit être aiguillée de rien à voir cette phrase. Je te jure, elle est bancale de fou cette phrase. Non, ça peut être bien parce que qui dit école dit professeur, dit expérience différente, dit connaissances différentes. Parce que tu vois, je fais du stand-up sans avoir fait de cours, mais je sais que j'applique des mécaniques de blague qui peuvent être étudiées. Par exemple, la blague de trucs d'étroit, de dire enfin tous les formats que tu connais, tu vois. J'ai pas les mots encore une fois parce que je suis pas cultivé dans le stand-up, mais il y a des mécaniques de blague que j'utilise de manière intuitive, je crois que c'est le bon terme, alors qu'en vrai c'est un truc qui est très précis, c'est une mécanique précise de un tel, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que ça peut être bien pour la culture. Après si dans l'école ils font aussi du théâtre, ça peut être bien pour certaines personnes, parce que moi j'ai fait du théâtre, du coup ça m'a un peu aidé à être plus à l'aise sur scène, tu vois. Mais non, ça peut être bien l'école, ça peut être cool. Je serais grave chaud d'en faire, de quelques mois. Et t'as fait une formation de théâtre, c'est ça que tu disais? Ouais, j'ai fait les cours Florent, un an. Je l'ai fait en 2019, je crois, ouais. Et je l'ai fait, j'avais pris option j'ai pris option quoi déjà? J'avais fait comédie musicale au début. Tu chantes aussi? Ouais, je te jure, j'ai fait comédie musicale. Il y a un truc que tu sais pas faire et que tu voudrais faire? Je sais pas, si plein de trucs. Si, je sais pas faire de. En plus, j'essaie de le faire récemment là. Comment ça s'appelle? Comment ça... J'ai oublié le nom. Mais on mettra en.
Je mettrai plus. J'ai oublié. Mais il y a plein de trucs que je sais C'est pas. en rapport avec quoi? C'est un instrument de musique. Ah, C'est mais un- tu veux être musicien? Non, mais je sais pas, je trouve ça stylé. C'est un instrument qui est beau, qui fait un beau son, mais c'est dur à en jouer. C'est un. Je sais plus comment ça Il s'appelle. faut taper dessus parce que tu fais que taper sur la table. Je sais pas si c'est Ouais, une imitation. ouais, ça se- Un djembé? Non, c'est un. Comment ça s'appelle? Bon, bref, un instrument de Mais je musique. me souviendrai, je dirai plus tard. Et donc, au départ, tu as fait le cours Florent parce que Ouais. tu voulais faire du théâtre, Cinéma. du cinéma. Au début, j'étais en troupe quand j'étais plus jeune, de théâtre. Mhm. On faisait des impros et tout. Après, ouais, j'ai fait les cours Florent. Mais en vrai, ça m'a pas vraiment servi le théâtre. Hein, parce que j'étais déjà à l'aise de base. Je faisais déjà beaucoup de personnages dans la vie. J'étais déjà plus ou moins à l'aise et tout. C'est juste ça m'a aidé à avoir des contacts. Aussi à découvrir aussi des auteurs. Et la mémoire aussi, parce que tu apprends des pièces. Donc ça travaille la mémoire et tout. Mais le jeu, en termes de jeu, et je pense même de être à l'aise sur scène devant les gens, ça m'a pas beaucoup aidé. Je pense. Mais ouais. Ouais, mais ça t'a appris d'autres compétences. Et puis, comme tu dis, le réseau, c'est essentiel maintenant. Ah bah super, franchement, on a découvert un Sénéi encore plus talentueux qu'on ne le pensait. Il sait tout faire, bientôt vous allez le voir à l'Olympia, il va faire son spectacle, il va faire sa première partie en étant musicien de l'instrument dont il se souvient même plus. Tu vas chanter en même temps, mais il va faire une partie de Rubik's Cube en même pas 55 secondes. Quoique non, ça va descendre à 50 secondes puisqu'il aura eu le temps de s'entraîner. Bah, c'est génial. Incroyable, t'as une voix incroyable. C'est très drôle, je te jure. T'as tout résumé. J'aime bien. Peut-être, je sais pas encore. Ça se trouve, je vais mourir en sortant de la rue. On dit ça, mais on sait pas du tout. Mais peut-être, j'espère. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Franchement, c'était hyper intéressant d'échanger avec toi. Allez les suivre sur les réseaux sociaux. Donc, c'est Sinae officiel. Il en existe plusieurs. Non, je crois que. Non, c'est ça. Ouais, de quoi de nom. Ouais, parce que si t'as mis Sinae officiel, Ah, t'avais non, peur non. que quelqu'un te copie. Mais même pas. Tu sais que Ciné, c'est pas un prénom grave utilisé. Hein. Tu sais que c'est mon deuxième prénom. Vraiment, il y en a qui pensent que c'est un surnom, un blaze et tout. C'est mon deuxième prénom. Mon premier, c'est Yacine. Et c'est pas un verlan. Et quand je dis Yacine, il y en a qui pensent que c'est un verlan de Sinaï. T'as capté? Mais ouais, sinon, j'ai mis officiel. Pourquoi? Je sais pas. Je me suis dit, si plus tard je perce, au moins il y aura officiel. On l'aura prédit. Et Sinae, c'est ton nom d'artiste. Donc là, sur les réseaux sociaux, c'est Sinae officiel. Donc t'es présent sur TikTok, Instagram, un peu partout. Et comme ça, vous pourrez également le voir sur scène. Et tout le monde va avoir hâte de voir ton spectacle quand tu l'auras, quand tu auras enfin 1 heure et même sur une demi-heure si tu refais 20 minutes, comme ça en espérant que les gens puissent venir te voir. Bah, merci beaucoup Sinae. Merci beaucoup à toi, Speed Radio, c'était un plaisir. Et ça peut être marrant, gars, là on est quoi? On est en 2026. Imagine dans 5-6 ans, genre X années, on refait une interview et on reparle de tu vois, des points, des trucs qu'on a abordés. Ce serait grave d'avoir un retour. Mais restez branchés, abonnez-vous à Speed Radio, c'était un plaisir. Flora, tu es la meilleure. Et merci beaucoup encore une fois pour l'invitation. À bientôt sur Speed Radio.